Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le premier centre de surveillance électronique de l'Afrique de l'Ouest a été inauguré ce matin à Dakar. Un grand pas dans la politique de désengorgement des prisons au Sénégal. 1000 bracelets électroniques ont déjà été mis à la disposition de la justice selon Ismaïla Madior Fall. L'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar décrète 48 heures de grève renouvelable, l'augmentation des salaires des PATS, la revalorisation des pensions de retraite et la signature du projet de décret les concernant, entre autres revendications. Dans ce journal, vous aurez les explications du secrétaire général de l'intersyndicale. Dakar se prépare à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 aux alentours du stade Iba Mar Diop. Les commerçants sont sommés de déguerpir ce qu'ils refusent car n'ayant reçu aucune assurance de recasement ou d'indemnisation. Ils se sont exprimés dans cette édition. La livraison des travaux du BRT avait été annoncée pour le mois de décembre, à quelques semaines de la date. Quel est l'état d'avancement des travaux? Constat sur les lieux par nos reporters à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. D'abord, décès de Mortala Kane, directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Mortala Kane était l'ancien président du groupe de travail sur les réformes administratives dans le cadre du Conseil présidentiel de l'investissement 2008-2012, sorti de l'École nationale d'économie appliquée. Mortala Kane a eu à occuper le poste de chef service environnement et coopération industrielle et internationale au ministère de l'Industrie au mois d'avril 1987 à janvier 1999. Et puis, le ministre de la Justice a procédé ce matin à l'inauguration du centre de surveillance électronique, une première en Afrique de l'Ouest. La surveillance électronique devrait permettre de désengorger les prisons sénégalaises. 1000 bracelets sont mis à la disposition de la justice et 1000 autres sont attendus. Le ministre de l'Intérieur, celui des Forces armées et l'ensemble des autorités de l'administration pénitentiaire ont assisté à la cérémonie suivant le compte-rendu d'Amadou Barry et Seydina Mbaye. Longtemps annoncé, le bracelet électronique est perçu par la tutelle comme la solution en longue détention. D'après le ministre de la Justice, l'objectif à moyen et long terme est de désengorger les prisons du pays, dont la plupart sont aujourd'hui saturées. Ils sont actuellement 12 500 prisonniers répartis dans les 37 prisons du pays, a révélé la tutelle. Dans ce contexte, le recours au bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire et mode d'aménagement des peines s'avère particulièrement intéressant pour réduire les mandats de dépôt et limiter les peines privatives de liberté. En matière pénale, la liberté est la règle et la détention l'exception, a souligné Ismaïla Madior Fall. Le ministre a loué le multiple bienfait de recourir à cet équipement électronique. Le placement de surveillance électronique constitue en ce sens une solution rassurante. Ambivalent de par sa nature, il est à la lisière de la liberté et de la détention. Il offre à la personne qui en bénéficie les avantages de la liberté provisoire ou du contrôle judiciaire et présente pour les besoins de la procédure ou de l'exécution d'une décision judiciaire les mêmes garanties de représentation en justice que la détention provisoire. Pour une application effective des décisions de placement sous surveillance électronique, le ministre a invité les acteurs des différents ministères à une bonne coordination. Je voudrais, pour finir, inviter les magistrats à s'approprier ce nouveau dispositif dont la réussite dépend en grande partie des décisions de placement sous surveillance électronique qu'ils voudraient bien ordonner ou prononcer. Je souhaite qu'il en soit vivement ainsi et que nous puissions d'ici peu de temps
rompre avec les longues détentions et le surpeuplement carcéral. Sur les critères d'éligibilité pour un placement sous surveillance électronique d'un prisonnier, le ministre a donné des garanties que les personnes poursuivies pour terrorisme ou détournement de deniers publics sont exclues de facto. Et après 2 semaines au Sénégal, la mission du Fonds monétaire international soumet les résultats de l'évaluation de la politique économique du pays. L'institution de Bretton Woods, qui dit constater une bonne santé économique, prévoit un décaissement de 135 milliards de francs CFA d'ici à la mi-décembre. La mission entre dans le cadre de la dernière revue du programme soutenu par l'instrument de coordination de la politique économique de la facilité de crédit de confirmation et l'accord de confirmation. Elle a pris fin aujourd'hui. Voyons tout cela avec Madia Diop et Augustin Mandan. La dette publique, la croissance ou même le taux d'inflation constituent entre autres les sujets sur lesquels les missionnaires du FMI ont consacré leur séjour durant ces 2 dernières semaines au Sénégal. Le chef de mission du FMI donne son avis sur l'économie sénégalaise. Sénégalaise, elle se porte, je dirais bien, relativement par rapport à d'autres économies, que ce soit au niveau du continent africain ou même en dehors de l'Afrique. Pour 2022, nous estimons la croissance, quoi qu'on l'a revue un peu vers la baisse, on estime à atteindre 4,7%. Cette croissance de l'année 2022 est estimée à 4,7% et revue à la baisse à cause d'un certain nombre de facteurs. Et contrairement à la croissance, l'inflation va s'accentuer. Prenant en considération la situation, que ce soit un peu le Covid qui n'est pas encore sorti, ou bien sûr la guerre en Ukraine, ou la hausse des prix des denrées alimentaires. Les plus récentes données pour l'inflation pour octobre, en glissement annuel, on est un peu au-delà de 8%, donc c'est à 13%, pardon. En 2023, la tendance se renversera car la courbe de l'inflation chuterait grâce aux champs gaziers et pétroliers. Au niveau de la croissance, elle va atteindre à peu près 8,7%. En partie grâce aux champs gaziers et pétroliers qui vont démarrer vers la fin de l'année prochaine. Et en ce qui concerne l'inflation, elle va graduellement baisser l'année prochaine jusqu'à atteindre à moyen terme aux alentours de 2 à 3%. Cette mission a aussi permis de faire le point sur la dette qui occupe actuellement 75% du PIB, même si elle reste soutenable. La dette, de notre point de vue, elle est toujours soutenable. Cependant, la marge de manœuvre de façon à pouvoir faire face à de nouveaux chocs a quasiment disparu. La dette actuellement, elle est à peu près à 75-65% du PIB. Tous ces points ayant fait l'objet de discussions et de rencontres vont figurer dans un dossier qui sera remis au conseil d'administration au mois de décembre. Je vous le disais au titre, l'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a repris la grève plutôt. Elle a décrété 48 heures de grève renouvelable. L'organisation syndicale réclame une augmentation salariale, une revalorisation des pensions de retraite et la signature du projet de décret concernant les travailleurs des universités. François Bokar Touré est leur secrétaire général. Il est au micro d'Amadouat. Que le projet de décret que nous avions depuis 2000 est arrivé vraiment à son terme. Il fallait qu'on révise cela. Ce principe de le réviser a commencé depuis 2016. Et maintenant, en 2018, on a signé un protocole qui disait que le principe de réviser le décret était acquis. On est parti en séminaire à Salé en 2018 et on a fait un projet de décret qu'il fallait amener sur la table du président pour signature. 5 années après, rien n'a été fait. Donc l'augmentation des salaires voulue par son excellence le président Macky Sall pour le travail de l'administration, la signature du décret des travailleurs des universités sans des œuvres, revaloriser aussi les pensions de retraite des travailleurs des universités, défiscaliser l'indemnité de logement des travailleurs des universités qui en ont besoin et sa généralisation aussi. L'augmentation de 5% du solde global des travailleurs des universités sans des œuvres.
aller en séminaire pour parler de l'accompagnement immobilier foncier de la part du ministre de l'Enseignement supérieur, réfléchir sur comment améliorer aussi les pensions de retraite. Tout cela était sur la table du ministre. Un mois après, on s'est rendu compte que rien n'a été fait. Il y a des promesses, il y a des choses qu'on lance comme ça, mais rien n'est écrit. Et en prélude à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 à Dakar, les commerçants qui occupent les alentours du stade Iba Mar Diop sont sommés de quitter les lieux. Ils refusent de libérer leur lieu d'activité car selon eux, aucune modalité de recasement ou d'indemnisation n'a été trouvée. Avec l'AGEROUTE, Ami Diouf les a rencontrés. Des tailleurs, des cordonniers, des restaurateurs et mécaniciens occupent le long de la rue 11 de la Médina, longeant le mur du stade Iba Mar Diop. Sur place, des cordonniers en pleine activité. Sommet de déguerpir, ce cordonnier manifeste son désaccord. Avec toutes les années que nous avons passées ici, s'ils veulent nous déguerpir, cela ne va pas nous plaire. D'autant plus que nous ne savons pas où aller. Ça sera très compliqué pour nous. Et s'ils disent qu'ils vont nous déguerpir, ils vont le faire. Malgré les visites de l'AGEROUTE, les occupants ne savent toujours pas à quel saint se vouer. Ils sont venus ici plus de 3 fois, mais jusqu'à présent, rien de concret ne peut être retenu de leur visite. Une décision qui aura sans doute des impacts sur eux. Ces commerçants demandent aux autorités de s'acquitter des indemnisations. Quand ils déguerpissent les gens, il faut d'abord les mettre dans de bonnes conditions. Cela fait plus de 30 ans que nous occupons les lieux, que les autorités respectent ce qu'ils nous doivent pour ne pas nous faire souffrir. Toucher à ce secteur qui participe à l'emploi des jeunes serait une entrave au programme Xëyu Ndaw ñi, c'est du moins l'avis de Modou Wadj. Parce que le fait que nous le secteur va se dissoudre si jamais ils nous déguerpissent et pourtant nous sommes en train de créer des emplois. Si le président tient à son programme Xëyu Ndaw ñi, il doit nous soutenir. Les Jeux olympiques de la jeunesse vont se dérouler en 2026 entre Dakar, Saly et Diamniadio. Plusieurs endroits qui doivent abriter les compétitions vont être réaménagés. C'est le cas du stade Iba Mar Diop. Ami Diouf, l'Union des radios, associations et communautaires du Sénégal dénonce l'octroi abusif de fréquences radio. L'Union des radios associatives et communautaires appelle à des discussions pour assainir le secteur. Et selon Taladjan, président de l'URAC, la formation des acteurs des radios communautaires devrait être une priorité. Je vous propose de l'écouter au micro de Boudan Diadj. On doit avoir des radios communautaires capables de prendre en charge les besoins de communication et d'information. Il faudrait que ces fréquences-là puissent être attribuées à des associations fortes au niveau communautaire, afin que ces dernières puissent faire l'exploitation judicieuse pour le bien-être des populations. La deuxième doléance, c'est que là où nous sommes, c'est le siège de l'URAC, que l'URAC a acquis sous fonds propres depuis maintenant 3 ans. On a pensé qu'il y a beaucoup de radios communautaires qu'on mette sur place, mais que les gens qui y sont n'ont aucune formation. Nous pensons que ça, c'est un précédent extrêmement dangereux, compte tenu de ce que la radio peut faire de bon comme de mauvais. La radio des 1000 collines est encore dans nos mémoires. Et la radio communautaire, une fois mise en place, avant qu'elle ne démarre ses programmes, qu'un minimum de personnel puisse être renforcé pour que ce qui va sortir de cette radio-là soit véritablement de la communication et de l'information au profit exclusif des populations. Le président de l'URAC s'exprimait à la sortie d'une rencontre avec le ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, qui est d'ailleurs revenu sur la question. Il envisage des assises des radios communautaires pour permettre à l'ensemble des acteurs remplissant les critères de se retrouver et d'échanger. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, il faudra l'heure maintenant, pour l'instant,
est d'abord d'essayer de faire adhérer l'ensemble des radios communautaires qui remplissent les critères, bien sûr, à l'URAC, pour que ce soit une association qui regroupe quasiment l'ensemble des radios communautaires au Sénégal. Cela permettra effectivement d'avoir une meilleure visibilité. Cela permettra aussi à l'État d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir même les accompagner et qu'il n'y ait pas effectivement une déperdition des ressources qui sont déjà rares. Il n'est pas normal que ces ressources-là aussi soient octroyées à des radios communautaires du seul fait de leur existence juridique. Il est important qu'il y ait des critères de performance qui seront mis en avant pour que les meilleurs soient récompensés, les meilleurs soient accompagnés. Et il y a un volet développement dans le fonds d'appui qui était anciennement l'aide à la presse. Il y a un volet développement qui consiste à accompagner un accompagnement des véritables projets de certaines radios qui peuvent le faire. Déjà, même l'URAC peut porter un grand projet ou quelques grands projets et avoir le soutien de l'État à travers des garanties, à travers l'accompagnement financier du ministère des Finances et du Budget. Et voilà la voie sur laquelle j'invite l'URAC à s'inscrire. Et pour mieux échanger sur les nouvelles tendances et les progrès en matière d'égalité entre hommes et femmes, le réseau Sigil Jigéen a organisé un atelier de partage de données phares de l'indice de genre. Plusieurs recommandations ont été faites pour renforcer le plaidoyer sur l'égalité de genre au Sénégal. Safiatou Diop, présidente du réseau Sigil Jigéen, nous explique tout au micro de Chersal. Nous sommes dans un contexte mondial très difficile. Et nous, en tant que femmes, nous avons commencé à prendre conscience de la dimension, de l'importance des données depuis les années 2000. Parce que vous savez que la plateforme de Beijing a été élaborée et commencé à être mise en œuvre depuis 1995. Mais ce que nous avons constaté, et pas seulement pour le Sénégal, à travers le monde, c'est que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes nécessite à chaque fois que nous puissions revenir sur la situation de référence dans tous les domaines d'intervention. Alors, et pour ce faire, il va falloir que nous puissions vraiment documenter cette situation de référence sur la base de données réelles, et de données probantes, de données justes, pour dire exactement en matière de santé quel est l'état des lieux, en termes de nombre de femmes qui accèdent à la santé, en matière d'éducation de même, en matière d'économie de même, pour lutter contre la pauvreté, etc., etc. Autant nous nous adressons à l'État central pour qu'il puisse vraiment prendre des décisions en faveur du progrès des femmes, autant nous devons nous intéresser à l'État décentralisé. Surtout qu'à l'état actuel, ce sont les communautés qui doivent prendre en charge leur propre destin. Et les communautés, c'est à travers les collectivités territoriales, le pouvoir local. C'est pourquoi nous avons automatiquement pris en charge vraiment cette dimension pour avoir des relations de partenariat, aller faire le plaidoyer au niveau de ces maires pour qu'ils prennent conscience eux-mêmes de la situation de leur communauté. Et avant cela, il faudrait d'abord assurer l'autonomie financière des femmes et c'est la priorité pour les actrices de développement du Bawol. Et pour ce faire, plusieurs organisations féminines ont été formées en technique d'emballage. D'autres programmes seront également prévus. Les détails dans cette correspondance de Goranaklo et Tchernofaye. L'autonomisation des femmes, objectif des actrices de développement à Diourbel, d'où l'entrée en action de Ndeye Fall, Madame Diop, qui accompagne les femmes du Baol en technique d'emballage afin de les faciliter l'accès sur le marché. On avait des formations en technique d'emballage et on a eu à former 16 groupements. Normalement, les 10 groupements, c'était à Diourbel, dans la commune de Diourbel. Les 2 autres groupements, c'est dans la commune de Ndindi. 2 autres groupements dans la commune de Ngoye et 2 autres groupements dans la commune de Toki. Et donc aujourd'hui, les 10 groupements de Diourbel et les 2 groupements de Ngoye ont fini leur formation et nous avons voulu aujourd'hui leur remettre leur diplôme et les accompagner en financement. Ainsi, la femme de l'ancien ministre de la formation professionnelle entend poursuivre la formation des femmes dans divers secteurs d'activité. C'est continuer à les former, comme je l'ai dit, j'ai d'autres types de formations en transformation des céréales locales,
en transformation des fruits et légumes, en teinture, en saponification. Donc il y a plusieurs types de formations. Et comme je l'ai dit, puisque je veux qu'on aille vers une autonomisation économique, donc on va aller vers des formations, mais on va aller également vers des financements, vers des accompagnements en suivi et vraiment voir si vraiment avec ces formations, on arrive à rendre ces femmes-là beaucoup plus autonomes économiquement. Un geste hautement magnifié par les bénéficiaires qui approuvent d'ailleurs l'engagement des actrices de développement. Je suis très content de participer à ces formations car Madame Diop a toujours œuvré pour le développement économique de notre région et ces formations vont nous permettre à bousculer la concurrence sur le marché. Plus de 50 organisations féminines ont eu à bénéficier des formations octroyées par le 3FP qui mise sur l'autonomisation des femmes pour booster le développement économique du Bawal. Et à Ziguinchor, la Sonacos prête pour la campagne de commercialisation de l'arachide. 500 millions de francs CFA sont déjà disponibles pour l'achat de graines. L'unité de Ziguinchor bénéficiera aussi d'une part importante des 20 milliards du plan d'urgence de redressement de la Sonacos. Le directeur de la Sonacos était à Ziguinchor pour faire un dernier état des lieux avant le démarrage de la campagne. Les précisions à Dassanba et Daouda Sambou. La Sonacos de Ziguinchor a mis les bouchées doubles pour le démarrage officiel de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le travail de maintenance des machines a été fait et les sites de stockage sont déjà prêts pour accueillir les premières graines dans une semaine, assure le directeur général de la Sonacos. Nous avons constaté sur place que les sécos étaient bien nettoyés, étaient bien compactés et le matériel roulant aussi est en bon état. Il reste maintenant à finaliser la révision des deux ponts bascules, l'un de 60 tonnes, l'autre de 80 tonnes, pour être sûr que dès la semaine prochaine, nous pouvons réceptionner ici des graines. Comme tous les autres sites, la Sonacos de Ziguinchor a déjà une enveloppe de 500 millions de francs CFA pour bien démarrer sa campagne de commercialisation. Une partie de l'argent est déjà disponible à Ziguinchor. 500 millions de francs CFA comme tous les autres sites. Et je dois vous dire que ce qui est mobilisé aujourd'hui, c'est sur fonds propres que la Sonacos a mobilisé ces montants-là. En attendant l'arrivée des fonds de la nouvelle convention signée par l'État du Sénégal entre ITFC et le Sénégal. Pour récompenser les bonnes performances de l'unité de Ziguinchor, une somme importante sera allouée dans le cadre du plan d'urgence d'investissement, selon Modou Diagne Fada. La Sonacos de Ziguinchor recevra une part importante de l'argent attendu du plan d'urgence d'investissement de 20 milliards cette enveloppe sera mise à notre disposition, nous pensons, dans les plus brefs délais. Et c'est l'occasion pour nous de remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, pour le soutien constant qu'il apporte à la Sonacos. Sur les questions soulevées concernant le prix du kilogramme, fixé à 275 francs par l'État, le directeur général de la Sonacos rappelle que c'est un prix plancher qui peut évoluer selon l'offre et la demande. Et puis les artisans sénégalais bénéficient désormais d'une protection sociale. La mutuelle sociale nationale des artisans du Sénégal va bientôt démarrer ses prestations. L'objectif est d'offrir aux travailleurs indépendants une couverture tout risque, suivant les explications du président du conseil d'administration de la mutuelle. Il s'appelle Hassan Gueye et il est au micro de Babacar Seck. Donc cette mutuelle est née dans le cadre du PSE. Et c'est l'occasion de remercier le président de la République parce que c'est une très longue demande des artisans. Le président a décidé, avec les services techniques de l'État, à savoir le ministère du Travail, le ministère de l'Artisanat et aussi les partenaires techniques et financiers, de nous doter vraiment de cette mutuelle sociale. Ici, on ne parle pas de mutuelle
de santé, mais on parle de mutuelle sociale et on dit que la santé fait partie du social. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la santé, tout naturellement, parce que souvent on dit s'il y a deux activités à mener, si tu n'as pas de santé, je crois que l'autre activité ne sera pas. Donc la priorité, c'est la santé. En dehors de cette santé aussi, on doit aller vers ce qu'on appelle la protection sociale, à savoir la vieillesse, c'est-à-dire la retraite. Un artisan doit avoir une retraite. On doit aller aussi aux AT, les accidents de travail, parce que vous savez très bien qu'à chaque fois, les artisans font beaucoup d'accidents. C'est le risque du métier. Et là, on n'avait pas de protection sociale. À partir de ce moment, c'est la caisse de sécurité sociale qui va s'occuper maintenant des artisans qui ont bien voulu adhérer à la mutuelle. Passons à présent au reportage du soir. Vous le savez sûrement, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement avait annoncé la date de livraison des travaux du BRT au mois de décembre. C'est ce qu'il avait dit. Le délai pourra-t-il être respecté et quel est l'état d'avancement des travaux? Tentative de réponse dans ce reportage de Mamadou Mahmoud Pam et Seleman Diallo. Nous sommes à la zone B, sur la route qui mène à l'École nationale d'administration. Ces ouvriers s'activent sur toute la ligne sous le regard du responsable des travaux de bordure. C'est un Chinois. Nous recueillons son avis grâce à une application de traduction. Amdi Mustafa est aussi ouvrier. Suivant l'avancement des travaux, il donne un délai de 5 mois pour la livraison des infrastructures. Nous ne sommes responsables que des travaux de bordure qui sont en cours d'installation. Peut-être on peut finir dans un mois ou quelque chose comme ça. Ce qui reste, ce sont les arrêts. Pour les bordures qui sont derrière nous, tout est prêt. Et là, nous avançons vers le rond-point. Au rond-point, nous croisons Demba, ouvrier également, et chef de groupe de travail. Il nous confie que le nombre d'ouvriers a été augmenté et que cela peut accélérer les choses. Il ne reste pas beaucoup. Nous sommes en finition. Les bordures entre autres. Si la construction de ce pont retarde, c'est dû à l'hivernage. Je pense que la livraison sera faite dans 5 mois au maximum. Le BRT est toujours en plein chantier à presque 1 mois de la date de livraison avancée. Le bus rapide de transit doit relier Guédiawaye et la gare routière de Petersen, soit une distance de plus de 18 km. Et c'est ce reportage de Mahmoud Pam qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h pour Djouki Pribari. Bonne suite des programmes sur ITV.